Bienvenue à tous. L'interdiction et la prévention de la torture en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, constituent une réelle préoccupation au niveau international. Ces dernières années ont été témoins d'un élan accru dans la lutte contre ce crime et d'autres mauvais traitements inhumains et dégradants. Nonobstant ces avancées, de nombreux défis persistent encore et laissent des millions d'Africains vulnérables à cette forme de cruauté. Où en sommes-nous dans la lutte contre la torture en Afrique? Deux invités sur ce plateau pour en parler. D'abord, Isidore Nguele, vous êtes conseiller principal aux droits humains pour la région Afrique à l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'inviter. Et puis le deuxième invité, Ahmed Saloum Diakate, vous êtes du sous-comité de prévention contre la torture au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, vous gardez la parole, Monsieur Diakate. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la lutte et de la prévention contre la torture sur le continent africain de manière générale? De manière générale, on peut supposer que la torture a commencé à baisser. Parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour superviser ces mauvaises pratiques qui ont été vraiment des pratiques, disons, d'un otage. Au niveau du sous-comité des Nations Unies pour la prévention, nous avons mis en place dans certains pays qui ont accepté de ratifier le protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture, des pays qui l'ont ratifié, on leur a demandé de mettre en place un mécanisme de surveillance qui est à la limite un prolongement du sous-comité, parce que le sous-comité ne peut pas être là-bas. Donc ce mécanisme est créé par les États qui ont ratifié. Il y a au moins une cinquantaine d'États qui ont on va faire pas une cinquantaine en Afrique, il y a au moins 25 États environ qui ont ratifié le protocole facultatif. Et ces États ont créé un mécanisme fonctionnel, à des niveaux divers, mais fonctionnel. Et le rôle de ce mécanisme, c'est d'avoir la possibilité d'aller dans tous les lieux de privation de liberté, dans le sens large du terme. Dans le sens large du terme, c'est les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les maisons d'arrêt pour mineurs, les maisons, les lieux de détention pour migrants, les aéroports et même les lieux, les fronts, au niveau là où on peut supposer que des personnes peuvent être détenues contre leur gré. Et ces mécanismes ont la possibilité d'y aller de façon programmée, en investissant ou de façon inopinée. Et quand ils vont essayer de faire un monitoring de cette situation et voir exactement quelles sont les pratiques qu'il faut vraiment bannir pour préserver la dignité humaine. Parce que c'est ça le problème. L'individu, l'être humain est sacré. La sacralité de l'individu qu'il faut préserver. Et quand ils y vont, ils essaient d'humaniser le milieu pour permettre aux personnes qui sont là qu'ils conservent au moins un minimum de dignité durant leur séjour. On va revenir dans le courant de cette émission en détail sur les incidences liées à ces mécanismes internationaux. Monsieur Nguele, 25 États, Monsieur Diakate l'a dit, qui ont aujourd'hui ratifié ce protocole facultatif. Est-ce qu'on peut être tenté de dire que la collaboration entre les États et les mécanismes internationaux de lutte contre la torture n'est pas véritablement réelle? Disons que de manière générale, il y a un consensus sur la prohibition absolue de la torture. Et c'est ce consensus qui pousse les États à ratifier les différents instruments, donc d'abord la Convention contre la torture, ensuite son protocole facultatif, et à mettre en place dans leur juridiction des lois et des instruments dont a parlé le Dr Diakate tout à l'heure. Donc il y a une volonté de collaborer avec les instances internationales qui part donc de cette idée générale que la torture doit être prohibée. Mais il faut aussi convenir que la mise en pratique de tout cela reste un défi important en Afrique.
un défi lié à plusieurs circonstances. Et c'est précisément ça le problème. La prohibition absolue de la torture s'impose en toutes circonstances. Mais ce qu'on peut constater en Afrique, c'est qu'il y a des circonstances dans lesquelles la torture a une tendance à revenir de manière généralisée ou même systématique. Et c'est dans quelles circonstances? Alors, très rapidement, les circonstances politiques, par exemple. Donc, chaque fois qu'il y a une élection, par exemple, présidentielle, parce que c'est souvent à ce moment donné qu'on voit les tensions politiques et sociales émerger, on voit une recrudescence des pratiques de violence policière ou militaires qui peuvent être qualifiées de pratiques de torture. Les manifestations de la société civile ou des partis politiques de l'opposition donnent lieu très souvent à des actes de torture. Ensuite, il y a sur un continent africain comme le nôtre qui est traversé par l'extrémisme violent et les actes de terrorisme, on voit très bien que les États aussi ont tendance à créer un moment d'exception à ce moment donné. Ont tendance à adopter des lois d'urgence qui donnent des pouvoirs accrus aux forces de sécurité qui, elles, s'autorisent à torturer. On voit par exemple sur le parcours des migrants d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, vers le Maghreb en direction de l'Europe, les migrants font face à toute forme de torture possible. Des détentions arbitraires, le trafic des êtres humains, l'esclavage, le viol forcé, la prostitution. Tout ce qu'on peut observer sur cette route est absolument abominable et en contradiction avec les engagements de l'État. Donc, il y a des moments importants dans la vie des nations dans lesquels il y a une tendance à créer une exception et à donner une forme de blanc-seing aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre, et même aux acteurs privés qui ne répondent pas forcément de l'État, mais qui, du fait de l'absence de l'État, se sentent libres de pouvoir faire recours à la torture. Alors, M. Diakhaté, un faible engouement des États à ratifier ce protocole additionnel dont vous avez fait mention sur ce plateau. Est-ce que vous êtes tenté de dénoncer un manque de volonté politique? Il y a un manque de volonté politique, ça peut exister. Mais en réalité, c'est au niveau supérieur qu'on doit faire notre travail. Travailler avec les ONG, la société civile, pour leur permettre de pousser les États à se rendre compte de l'importance de la mise en place d'un tel mécanisme. C'est quand on veut faire un changement au niveau d'un État, au niveau d'une population, ça crée ce qu'on appelle un stress, parce que les États ont peur des changements, les personnes ont peur des changements. Mais il faut qu'ils se rendent compte que c'est à leur avantage réel de faire ce changement, parce que ça leur permet effectivement de régler beaucoup de soucis qu'ils ont au niveau des lieux de privation de liberté. Ces mécanismes permettent, à l'État et au sous-comité d'être au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur même, parce que c'est le seul organe des Nations Unies qui a la possibilité de faire des visites au niveau des points les plus sensibles au niveau des populations. Même dans les lieux de privation, qui sont des lieux de privation privés. Il a la possibilité, mais à la possibilité d'y aller. Et ce qui fait la spécificité de ce mécanisme, d'abord, sa mission n'est pas de dénoncer. Sa mission, c'est de prévenir. De prévenir et d'avoir une certaine collaboration avec les structures. Leur montrer exactement que ces mauvaises pratiques ne peuvent pas une solution. N'est pas une solution. Il faut adopter des bonnes pratiques pour arriver à des fins. Les lieux de détention, par exemple, la prison, on a une double mission. Une mission de sécurité publique et une mission de réinsertion sociale. Et ça permet, dans les conditions optimales, quand on met une personne, d'avoir une meilleure réinsertion sociale. Parce que c'est des gens qui doivent retourner à la société. Que ça soit dans les prisons et aussi dans les structures psychiatriques, où il n'y a pas de torture en tant que telle, mais il y a des pratiques de mauvais traitements ou traitements humains dégradants. Donc, c'est ça. Et justement, M. Ngueller, on a constaté que dans la plupart de certains pays qui ont ratifié ces mécanismes internationaux, on a procédé à ce qu'on appelle la criminalisation de la torture, qui est une avancée, vous l'avez salué, mais comment accélérer l'application de ces lois adoptées? En effet, la première étape, effectivement, c'est la criminalisation de la torture en toutes circonstances. Et ça, on le voit aujourd'hui dans presque tous les États en Afrique. Des lois ont été adoptées, de nouvelles lois sont encore en cours d'adoption ou de révision pour abolir la torture de manière générale.
Maintenant, il y a, on va dire quoi, il y a des étapes importantes pour y arriver dans la réalité. La première chose, c'est la formation du personnel de sécurité et du pénitentiaire qui sont en charge de garder les personnes en détention ou qui sont en charge de sécuriser les personnes et leurs biens. Donc, c'est une réalité qui n'est pas encore généralisée. Les États n'intègrent pas encore dans le curriculum de formation, en gendarmerie, en police, dans les écoles de militaires, les modules dédiés aux droits humains, pour leur permettre de comprendre dès le départ, dès le moment où ils entrent en formation, que le recours à la torture est prohibé. Ce n'est pas par bonne volonté qu'on ne torture pas. C'est parce que c'est un droit fondamental, c'est une interdiction fondamentale. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il appartient à ces organes de sécurité et de défense de développer des mécanismes alternatifs qui permettent d'obtenir les informations et les aveux qu'ils sollicitent sans procéder par la torture. Alors, donc, quand vous parlez de mécanismes alternatifs, vous voyez quoi en ligne de mire? Ce sont les méthodes d'interrogatoire. Les méthodes d'interrogatoire, parce qu'il a été démontré aujourd'hui que la torture n'est pas efficace et effective dans les méthodes d'interrogatoire. Dans 10 cas, 9 cas d'aveux obtenus ne sont pas avérés après vérification. La personne avoue son crime ou son délit sous l'effet de la souffrance et de la douleur. Mais en réalité, le fait qu'elle avoue n'est pas vérifié. Donc, ce sont des techniques anciennes qui n'ont plus d'effet, qui n'ont plus d'intérêt. Il faut les balayer. Et aujourd'hui, on a la chance que des techniciens, des scientifiques, des experts développent des mécanismes alternatifs pour permettre aux policiers de pouvoir procéder à des interrogations envers des personnes accusées et obtenir les informations recherchées sans procéder par la torture. Donc, cela, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce sont des instruments dont nos États doivent se doter aujourd'hui. On doit former les acteurs de police judiciaire pour qu'elles puissent acquérir la compétence et la technique pour le faire. Alors, Monsieur Diakhaté, vous qui êtes au niveau du HCDH, comment est-ce que vous regardez un État qui fait preuve de négligence dans la mise en œuvre de ces mécanismes? En fait, si l'État ratifie le protocole OPCAT, il est exigé à cet État de mettre en place un mécanisme. Si l'État ne met pas en place un mécanisme, il y a des injonctions pour pousser l'État à mettre un mécanisme. Sinon même, lui permettre de mettre un mécanisme en l'aidant, en envoyant des experts pour pouvoir lui permettre de mettre en place un mécanisme. Ce mécanisme peut être adossé à la Commission nationale des droits humains ou bien être un mécanisme à part. Ça dépend du choix de l'État. Maintenant, une fois que le mécanisme est mis en place, on va l'aider à mettre en place sa mission, à réaliser vraiment sa mission. La première mission, c'est de faire des visites. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les lieux où il se passe des choses anormales, une torture, c'est qu'il n'y a pas un œil extérieur qui regarde ce qui se fait. Les visites permettent aux gens qui surveillent les détenus de changer de comportement. Parce que quand ils se disent qu'il y a un regard extérieur qui peut à tout moment être au courant de ce qui se passe, ça pousse les gens à changer de façon de procéder. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, quand il y a quand tu se déplaces dans un lieu de privation de liberté, c'est pas en tant que tel, disons, rechercher la petite bête ou bien chercher à trouver les moyens de répression pour telle ou telle personne. Non. On collabore avec la structure, on montre à la structure quelles sont les bonnes pratiques qui permettent de prendre en charge de ces personnes sans qu'il y ait des signes en faveur de torture ou de mauvais traitement. Donc, on collabore avec ces pays. On leur montre exactement ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter, quels sont les textes qu'ils ont ratifiés sur le plan international, sur le plan national. Quel est l'impact de la torture, réellement, l'impact de la torture sur l'être humain. Parce que quand une personne est torturée, c'est quelque chose qui va rester pour toute sa vie. Il va rester sur le plan psychologique. Même si, au niveau corporel, il n'y a plus, ces signes disparaissent, mais au niveau psychique, il va vivre avec cette situation pendant des années. Et ça va le transformer. Ça va être une autre personne qui se rappelle. Donc, on va leur apprendre à gérer ces situations et à se rendre compte tout le temps qu'effectivement, ils mettent aussi la situation en danger. Parce qu'une fois qu'ils sont identifiés et prouvés qu'ils ont torturé une personne, ça aussi, ils vont être vraiment sujets à des poursuites pénales. Et il n'y a pas de prescription
à la torture. Pour les crimes de torture, M. Nguele, vous qui accompagnez justement les États dans la mise en œuvre de ces mécanismes, vous reconnaissez qu'il y a encore des défis à relever. Ça veut dire que ces mécanismes montrent leurs limites. Il y a effectivement des défis et je voulais prendre la suite de ce que disait le docteur Diakité sur l'action pénale. Parce que je crois que c'est le nœud gordien aujourd'hui de la lutte contre la torture. La torture se nourrit de l'impunité. Ça, c'est le premier principe que doivent comprendre nos autorités. Lorsque les personnes qui sont en charge de notre sécurité sont celles qui nous torturent et que tout cela n'est pas suivi d'actions pénales et disciplinaires, elles ont le sentiment qu'elles ont carte blanche pour le faire. Et les victimes ont le sentiment qu'elles sont soumises à une autorité répressive qui ne peut pas être contrôlée par une autorité supérieure. Donc le premier défi, justement, c'est celui de l'impunité. Il faut qu'à chaque fois qu'une personne est accusée, et ça, ce sont les prescriptions de la Convention contre la torture, lorsqu'il y a des soupçons, des indices, l'autorité doit conduire des enquêtes et des investigations pour vérifier la véracité de ces faits. Et ensuite procéder à des poursuites judiciaires et des sanctions pénales pour démontrer aux autres acteurs en charge de la sécurité que cela n'est pas autorisé. Donc ça, c'est le premier défi que nos autorités doivent adresser pour mettre un terme aux pratiques de torture chez nous. Alors, l'autre défi, s'il est important de voter des lois et de les appliquer, l'autre défi qui, me semble-t-il, est aussi important, c'est de faire en sorte que les victimes de torture soient aussi indemnisées. Monsieur Diakité. Effectivement, ça c'est important. Parce que la réparation permet quand même une certaine mitigation. Il faut que l'individu puisse être pris en charge sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan social et sur le plan juridique. Et quand il est avéré qu'effectivement il est passé par toutes ces étapes-là et qu'il a été torturé, l'État est obligé de faire une réparation pour cette torture. Et il y a des mécanismes au niveau national pour chaque pays, des avocats qui sont là pour plaider ces causes et permettre à ces gens d'aller jusqu'au bout et de recevoir une certaine réparation. Ça, c'est vraiment avéré. Maintenant, ce qui est parfois difficile dans certains pays, c'est la preuve de la torture. Parce que parfois, ça se fait dans des milieux qui sont des milieux clos. Ensuite, il y a des personnes qui ont des scrupules à plaider leur cause. Parce qu'ils ont vécu une situation telle qu'ils ont du mal à l'extérioriser. Ce qu'ils ont vécu est tellement déshonorant, tellement humiliant, qu'ils ont peur que les autres ne soient au courant. Et c'est l'accompagnement que vous faites à l'endroit des États qui ont ratifié tous ces mécanismes internationaux de lutte contre la torture. Un pays comme le Togo où vous effectuez aussi une mission. Nous allons parler de cette mission en seconde partie de cette émission. Mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.